ça, la date desservie. Dernière ligne droite de regard croisé de ce 18 mars 2020. Sur le plateau, Firme Teko Agbo, Horus Donkovi, Chris Sega. Nous allons parler Togo, affaire Agbeome Kodjo. Nous résisterons jusqu'au bout. Cette phrase est de Fulbert Aticho, pas de Mathieu Gaï. Chris Sega, vous suivez l'actualité juste au lendemain des élections présidentielles, au Togo. Le Togo a voté le 22 février, juste après le soir. Agbeome fait une déclaration qu'il est le président gagnant avec un score qui tourne autour de 57 voix, 61%. Par après, la CEDI a mis tout au clair avec la proclamation au soir, du dimanche au soir, bien sûr le 23. Et patati patatra, il faut voir Agbeome qui s'autoproclame président et la justice se saisit du dossier en demandant pur et simplement la levée de l'immunité, ce qui a été fait le lundi dernier. Et dans la foulée, on a vu maintenant l'un de ses bras droits qui dit « Nous allons résister » ou bien « Nous résisterons jusqu'au bout ». Qu'est-ce que ça vous dit tout cela ? Ouais, je crois que c'est une formule un peu creuse. C'est ça. D'abord, il faut constater que Agbeome était d'abord très offensif. Maintenant, il parle du fait qu'ils sont maintenant dans la résistance. Je crois que ce n'est pas la même chose, l'offensivité et la résistance. La résistance, c'est que déjà vous concédez. Et c'est ce que je veux d'abord dire pour commencer. Et de deux, lorsqu'il dit que nous allons résister jusqu'au bout, quel est l'objectif? Quel est le projet finalement? Le projet n'est plus très lisible en ce moment. Lorsque vous dites que vous résistez, vous irez jusqu'au bout, quel est le bout? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre en résistant jusqu'au bout? Le bout là, le bout. Non, le bout. Ah, mais c'est peut-être qu'il faut lui poser l'action de savoir si tu dis la même chose que lui. Parce que aller jusqu'au bout, non, aller jusqu'au, oui, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, c'est quoi? Aller jusqu'où? Aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'où. Et je crois qu'ils vont en décrescendo et je crois qu'ils sont plus tellement sûrs d'eux. Parce que c'est vrai, tu dis tout à l'heure que Agbeome Kodjo s'était proclamé président. Il n'a pas fait que de s'auto-proclamer président. Il a nommé un premier ministre, il a nommé ministre des Affaires étrangères. Comme ça, c'est pour cela d'ailleurs qu'on lui reproche les sous de la République. Oui. Il a créé un site gouvernement Togo.tg, quelque chose comme ça. Mais bien avant, il a utilisé aussi les couleurs du pays. Les couleurs du pays. Je crois que c'est un ensemble de griefs qui comporte contre lui, qui le pousse à répondre en justice. Mais vous savez, les déclarations de Fulbert, c'est une déclaration politique. Lorsqu'on perd la main, on peut faire des déclarations du genre. Moi, je ne crois pas que cela fasse l'objet d'une analyse ici, forcément. Ou alors c'est plutôt la presse qui crée maintenant l'événement autour de cette phrase. Vous savez, qui crée l'événement autour de cette phrase. Mais peut-être que cela aurait pu passer tout simplement inaperçu si on ne ramène pas ça sur ce plateau. Parce qu'en ce moment-là, je crois que tout le monde voudrait que la sérénité revienne sur l'échiquier politique. Mais maintenant, et je crois que cette déclaration voudra dire, en ce qui me concerne, selon la perception que j'ai de la chose, que, on dit, ok, on a pris acte. C'est en principe ce que je crois qu'il veut dire. On a pris acte de la chose. Ça, c'est votre commentaire. Non, mais c'est-à-dire que même moi, je fais une analyse sémantique de la chose. C'est-à-dire, je vois la phrase, je vois aussi les ressorts psychologiques de la chose. Lorsque vous faites ces genres de déclarations, on ne lit pas seulement ce que vous avez au bout des lèvres, mais on peut voir aussi ce que vous avez dans la tête avant de le sortir de cette façon. Et vous savez, c'est une forme d'analyse aussi. Votre bout, vous déclarez quelque chose, mais pour avoir le sens de ce que vous dites, il faut remonter un peu dans votre tête pour voir qu'est-ce qui vous pousse à faire des déclarations du genre. Lorsqu'il dit que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que, ok, nous prenons acte de ce qui est arrivé comme actualité, mais on n'en démord pas. C'est que nous allons continuer quand même de vous gêner, et c'est pour ça que je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, en principe, vous fixez un nouvel objectif. Vous fixez un nouvel objectif
l'objectif, et c'est par rapport à l'objectif qu'on juge l'efficacité de votre action. Mais lorsque vous dites les choses de cette façon, on ne vous juge finalement sur rien, parce que aller jusqu'au bout, nous voudrions que les gens précisent ce qu'ils disent, aller jusqu'au bout. Comme ça, le moment venu, on va les juger sur... J'aimerais écouter également, Horus, donc revient sur la même question. Nous irons jusqu'au bout. Une phrase de Fulbert Articho, juste après la levée de l'immunité de l'honorable Agboyome Kodjo, qui est arrivé bien sûr deuxième suite des élections présidentielles du 22 février dernier. Vous suivez de près l'actualité? Bon, alors, je suis ce qui se fait, certes, mais j'ai du mal à avoir une lecture... une lecture qui me permette de me retrouver dans mes analyses. Parce que, alors, si vous voulez, à la base, M. Agboyome, la phrase qui a fait mouche, une des phrases qui a fait mouche, c'était de dire qu'il était légaliste. Ensuite, bien avant, ce qu'on nous a vendu, c'est que c'était quelqu'un qui connaît... le rouage de pouvoir. Voilà, il connaît les rouages de pouvoir, il connaît les adversaires qu'il a en face de lui, donc il a beaucoup plus de... comment dirais-je, de l'attitude pour pouvoir déjouer ce qui se présente. Il dit votez pour moi, voilà. Et à midi je vous apporte voilà. La victoire. Ensuite, bon, on a les résultats qui se font, et maintenant on a la déclaration de M. Fulbert Articho. Bon. La stratégie qui est de prendre sur soi, de se déclarer comme étant président de la République et tout ça, est une stratégie très récurrente que l'on voyait dans plusieurs pays. Là, en l'occurrence, cette méthode me fait quand même penser à ce qui a pu se passer au Gabon avec Jean Ping. Qui finalement n'a rien donné. Voilà, qui était beaucoup dans... Voilà, qui lui aussi a récupéré un certain nombre d'attributs de la République et ainsi de suite. Et je n'ai pas eu la sensation que ça a donné quelque chose. Bon, lorsque l'on prend parce que je pense qu'il y a eu le même cas en Guinée avec Darlin Diallo, qui a fait à peu près la même chose. On a eu beaucoup d'exemples en Afrique. Donc c'est quelque chose de récurrent, d'usité. Et j'ai du mal à voir où est-ce qu'on veut en venir, parce que, si vous voulez, alors, si c'était quelqu'un qui ne se prévalait pas de ne pas connaître le système et de ne pas avoir participé à sa construction, j'aurais dit, bon, il y a quelque chose de naïf. Mais c'est quelqu'un qui dit, en substance, je connais le système, j'ai participé à sa construction. Donc, bon, c'est dans les échanges que l'on verra où se situe, comment dirais-je, la stratégie qu'il souhaite élaborer. Parce que, comme tous les Togolais le savent, c'est un monsieur qui a eu, on va dire, les plus grands postes dans ce pays, que ce soit président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, et tout ça. Donc, par conséquent, je suppose que pour avoir été de l'autre côté à un moment de sa vie politique, ben, il est au courant de tous les attirails et toutes les stratégies qui sont mises en place quand il s'agit de déboulonner un adversaire qualifié d'opposant. Merci, Horus, donc en vue. Firmet Tekoh Agbo, allons-nous vers un bras de fer entre la justice et l'honorable Agboyome Kodjo, ou bien le MPDD, quand on suit un peu cette déclaration de Fulbert Articho qui dit « Nous résisterons jusqu'au bout ». Un bras de fer entre la justice et Agboyome Kodjo, si ça peut avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Il ne peut pas qu'il peut avoir un bras de fer avec la justice et gagner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous suivez un peu les interventions du ministre témoin, ministre des droits de l'homme, oui. Vous comprendrez que, en réalité, si Agboyome Kodjo collabore avec la justice, il n'y aura pas de problème. Mais s'il refuse de collaborer, s'il veut résister, alors il y aura une mesure forte légalement, bien sûr. Agboyome Kodjo, j'ai l'impression que il n'a pas su bien gérer la situation, et la situation est en train de se retourner contre lui.
c'est-à-dire au départ, juste après la proclamation des résultats, par la CENI, la Cour constitutionnelle, la validation par la Cour constitutionnelle, et comme lui-même il a dit qu'il est légaliste, il devrait se ranger en réalité. Il doit dire peut-être, je prends acte des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, et maintenant nous allons nous réorganiser pour les régionales ou pour les futures échéances électorales qui arrivent. Parce que moi je me rappelle très bien, j'avais suivi une conférence de presse de Agbome Kodjo en 2010 où il disait, moi je suis républicain, je respecte les lois de la République. Fort Gnassingbé, juridiquement, c'est lui qui a gagné la présidentielle de 2010. Or, à l'époque, il parlait de la vérité des urnes. Et après, il organisait comment on appelle ça, des prières chaque mois pour que la paix, le Togo puisse avoir la paix au Togo. Il a fait pendant des mois, pendant presque un an. Il disait, je suis républicain. Aujourd'hui, il devrait en quelque sorte se retrouver dans la même posture. En demandant des messes. Non, pas des messes, mais du moment où il a dit il est légaliste, il se range et il prend acte des résultats. Il respecte la Cour constitutionnelle parce qu'il dit il est légaliste. Ce sont des institutions régulièrement installées ou établies au Togo. Il n'a pas fait, il dit, celui qui se dit légaliste, il nomme un Premier ministre, il utilise les armoiries de la République, les insignes du Togo, il nomme un ministre des Affaires étrangères. Or, il se dit légaliste. Donc, il est allé trop loin et la justice dit maintenant, on se saisit de l'affaire et on va la gérer. Et maintenant, là, vous ne voyez pas, depuis que la justice s'est saisie en quelque sorte de l'affaire, où on demande à l'Assemblée nationale d'autoriser la levée de son immunité parlementaire. Vous voyez, il s'est fragilisé, il ne parle plus. C'est comme il est fini. C'est comme il est fini lui-même. C'est lui-même j'ai l'impression que c'est lui-même qui se détruit politiquement. Il devrait prendre la situation autrement et on ne serait même pas à ce niveau. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'accepter aussi comme ça que bon, on prend acte des verdicts des urnes données par la CENI et confirmées par la Cour constitutionnelle? Oui, Agbome Kodjo dit je suis légaliste. Juste au lendemain de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Il dit je suis légaliste. Ça veut dire j'accepte les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Mais donc on dit également que je peux citer il peut aller en justice devant la Cour constitutionnelle aussi pour contester les résultats. Et peut même dire juste après ça, il peut dire non, je ne reconnais pas les résultats de la Cour proclamés par la Cour constitutionnelle, mais nous allons nous réorganiser pour les futures échéances électorales. Agbome Kodjo sait très bien. Agbome Kodjo sait très bien qu'il serait difficile de gagner ou de prendre ce fauteuil. Comment vous savez qu'Agbome sait bien qu'il serait difficile? Non, Agbome Kodjo connaît très bien le pays. Agbome Kodjo sait que lui-même, pris individuellement, il ne peut pas gagner la présidentielle. Agbome Kodjo a quelle base électorale? Agbome Kodjo a quelle base électorale? On ne se lève pas du jour en demain, on ne se lève pas le 31 décembre et le 22 février gagner une élection. Ou face à ceux-là qui font déjà 53 ans au pouvoir. Vous imaginez, le Togo a 60 ans d'indépendance. Le régime seul fait 53 ans. Ça veut dire simplement que le régime maîtrise tout le pays, tous les villages. Le régime, il y a des villages où peut-être Agbome n'y a jamais mis bien qu'il ait peut-être eu à faire le système. Agbome Kodjo sait pertinemment que il ne sera difficile de gagner en moins de 2 mois. Battre le régime dans les urnes, difficile. L'autre chose, Agbome Kodjo sait pertinemment que ces contestations ne donneraient rien. Parce qu'il y a une chose. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'UFC et l'ANC ont tué cette ferveur que les Togolais avaient en eux en manifestant. Vous appelez les Togolais aujourd'hui pour manifester, il sera difficile que les Togolais sortent. Agbome Kodjo sait que les Togolais ne sont, la plupart ou des millions de Togolais ne sont pas derrière lui. Comme Agbome Kodjo n'est pas un certain Jean-Pierre Fabre. Il n'a pas de base électorale. Deuxième chose, Agbome Kodjo sait qu'il n'a que de faux amis dans l'opposition. Les opposants, une grande partie des opposants togolais n'aiment pas Agbome Kodjo, il le sait très bien. Parce qu'on se dit que bon, c'est un traître, il a une fois fait le régime, il a trahi là-bas, peut-être si on se met ensemble avec lui, il va nous trahir. Regardez, quand il a commencé... Finalement, pour chuter avant, oui, avant que je ne vous revienne encore. Oui, regardez par exemple, quand il s'est autoproclamé, où il a appelé ses opposants ou ses amis opposants de se joindre à lui. Qui s'est joint à lui? Ce n'est pas après cette histoire de justice que Aimé Gogé s'est présenté pour dire je suis avec le MSSN. Ce sont de faux amis en quelque sorte. Gardez le fil, je vous reviens dans un instant. Il sait pertinemment que les gens l'aiment. je vous reviens dans un instant. Firmeteko Agbo pour le développement. Chris Sega, d'aucuns disent que Agbome Kodjo n'a pas la main libre parce qu'il y a le prélat catholique qui est là et qui lui fait peut-être dicter des lignes à suivre pour pouvoir peut-être ramener cette victoire entre griffes.
Non, je crois que Agboume Kodjo a d'abord voulu instrumentaliser, je ne dirais pas le prélat, parce que maintenant, comme Kodjo a choisi de faire la politique, appelons-le pas son nouveau nom. C'est un politicien. Et c'est comme de cette façon que nous parlons. Non, écoutez, c'est lui. C'est-à-dire que c'est un appel divin. Un appel divin. Un appel au détriment des autres. Vous savez, le Dieu parle à tout le monde, à tous ses fils. Dieu vous parle également comme un mais Dieu, vous n'allez pas dire je suis un homme, non, je suis un fils de Dieu, non? Non, je refuse pas. Mais si je te dis cette nuit que Dieu me parle, je n'aurai pas de preuve à te brandir. Donc c'est pareil avec Monseigneur Podro. C'est pareil parce qu'il n'y a pas de témoin. Quand Dieu lui a parlé, il n'y a que lui pour le dire et je le prends au mot. Dieu lui a parlé. Maintenant, il n'a qu'à laisser Dieu faire ses affaires, je crois. Dieu n'a pas besoin de passer par qui que ce soit pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Dieu est omniscient, omnipotent et Enfin, c'est 3 attributs en tout cas. Mais je voudrais dire omniscient et omnipotent. Omnipotent. Ben voilà. Maintenant, Agboume au départ a cru que en capturant le prélat, il peut en faire une bonne affaire parce que c'est. Est-ce que c'est lui qui a capturé le prélat ou bien c'est le prélat qui l'a capturé ou bien c'est l'esprit divin qui les a tous mis ensemble? Écoutez, l'esprit divin, je dis que vous aurez de la peine à prouver cet esprit divin. Donc on s'en écarte pour ramener le débat sur un terrain politique tout simplement, parce que tout le monde peut se prévaloir de l'esprit divin et poser des actes. Et je l'avais dit sur ce plateau que dans chaque église, dans chaque chapelle, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part du diable ou des hommes. Donc vous ne savez pas juste dans quelle mesure la part de Dieu est présente et dans quelle mesure la part du diable, parce que c'est jusqu'à ce que ces gens-là se révèlent qu'on découvre qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Vous le savez très bien, vous le savez autant que moi, que des gens ont porté la soutane jusqu'au jour où on découvre que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce n'est pas la soutane qui fait l'homme de Dieu. Donc, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là cette nuit, mais je voudrais rester sur le terrain politique pour dire que Monseigneur Podro, il a fait de la politique et cela faisant, il s'est révélé dans une autre nature qui a poussé les Togolais à parler de lui comme on parlerait à un politicien tout simplement et non pas à un prélat. Parce que, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on laisse l'Église en dehors de la politique. Parce que lorsque vous vous mêlez de ces choses-là, vous vous fourvoyez et les gens vont vous embêter. Parce que la politique est un lieu de tous les transports émotionnels et vous risquez de vous salir lorsque vous ne savez pas aller au fond de ces choses-là. Parce que la politique divise les gens. Et lorsque vous mêlez une structure comme l'Église à la politique, il va de soi que la politique divise aussi l'Église. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que Agboume Kodjo a voulu instrumentaliser l'Église à travers le prélat, Monseigneur Podro. Finalement, c'est un tandem, mais qui est-ce qui tient le guidon? À mon sens, c'est Agboume, puisque c'est Agboume qui deviendra président. Monseigneur Podro ne deviendra pas président. Donc, voilà, il sera son conseil spirituel. Peut-être qu'on se croirait au 16e ou bien 17e siècle, lorsque l'Église était présente avec des Mazarins, des Richelieu qui étaient des premiers ministres, etc. Mais nous ne sommes plus à cette époque aujourd'hui. Il faut qu'on laisse l'Église en dehors de ces choses-là pour que l'Église retrouve sa sérénité. Chris Ega, il y a une question qui demeure avant que je ne donne la parole à Horus Donkovi. Nous allons faire un bras de fer entre Agboume Kodjo et la justice quand Fulbert Atisso dit nous résisterons jusqu'au bout. Non, j'ai déjà répondu à cette question qui n'aura pas bras de fer. Je crois que le truc a fini comme un pétard mouillé. On va en rester là. Parce que là, Trimois a été clair sur le sujet. S'il restait tranquille, on va le laisser dans sa maison pour comparaître. C'est ce que ça veut dire. Ça va être peut-être un procès, ça c'est moi qui le dis, qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il répond à la convocation du juge. Voilà, il rentre chez lui. Voilà. Je crois, voilà le procès. Comment vous pouvez quand même établir les choses comme ça en disant 1 an, 2 ans? Non, mais j'ai dit ça peu. On a dit. Mais c'est sérieux. Merci. On va firmer tes quoi. On va permettre à Horus d'intervenir sur le sujet. En ce qui concerne Monseigneur Podjo, alors
Mettons que c'est difficile d'en parler parce que c'est quand même quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et puis, ce sont quand même les personnes que l'on appelle quand il s'agit de la conférence nationale. Il faut se souvenir que dans la plupart des États africains, ce sont les politiques qui appellent les religieux afin qu'ils se portent garants de la stabilité sociale. Parce qu'ils portent une autorité morale. Ils sont une autorité morale. Et voilà, ce sont des gens qui, pour moi, comment dirais-je, méritent le respect, ne serait-ce que pour ce qu'ils ont pu représenter pour l'histoire du Togo. Donc, je me dis, c'est compliqué pour moi de parler de Monseigneur Poudjoro. Maintenant, peut-être ce que je dirais sur M. Agbeome, c'est que dans la politique togolaise, pour le peu que j'en sais, M. Agbeome a toujours été un peu un outsider. C'est-à-dire que dans la politique togolaise, on a eu des personnes qui fédéraient autour d'elle et qui avaient un aura assez conséquent, comme comment dirais-je, Gilles Christ-Olympio. Après, on a eu Jean-Pierre Fabre. Après, on a eu des gens qui étaient même beaucoup plus importants du côté de l'opposition que M. Agbeome Kodjo, comme Nicolas Lanson ou d'autres personnalités dont le nom m'échappe, Aboyibon, Nienvi, ainsi de suite. Et Agbeome, dans ses interventions, si je me souviens bien, se situait dans ce qu'on appelle en griffe les centristes, c'est-à-dire les modérés, si vous voulez, les opposants modérés. Et c'était toujours dans une figure d'outsider. Bon, actuellement, avec ce qui s'est pu se passer en un an et demi au niveau de la politique togolaise et dans la redistribution des cartes, il se retrouve de facto du jour au lendemain projeté au devant de la scène comme le principal contestataire, alors que disons, une des dernières figures en griffe de marque de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a été fait illégitime, on va dire, officiellement. Alors, il y a un problème qui est assez fin là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas facile de se retrouver avec l'habit d'un Gilles Christ, d'un Fabre ou d'un Tipi Achadam en train de fédérer autour de soi, d'aller dans la rue, de contester, de mobiliser, ainsi de suite et tout ça. C'est quand même quelque chose d'assez différent que d'être, comment dirais-je, un politique qui se revendiquait modéré et qui avait la possibilité d'osciller entre les lignes. Ceux qui avaient cette couverture d'opposants à l'époque au Togo étaient des radicaux. Quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre était un radical. Sipi Atadam était un radical. Quelqu'un comme Gilles Christ-Olympio a été un radical. Donc c'est pas aussi facile de passer pour quelqu'un qui oscille entre les lignes, de cette couverture de modéré à cette figure radicale qui doit maintenant assurer, si vous voulez, la succession de ces personnes-là, qui étaient des personnes fédératrices. Alors, on peut les aimer, on peut les aimer, ne pas les aimer, les contester ou pas, mais qui étaient quand même des personnes, des figures assez marquantes de la politique togolaise. Comme je répète, il n'est pas facile d'aller fédérer comme un Tipi Atadam ou un Jean-Pierre Fabre, même comme une Brigitte Adjamabo. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Vous avez une question? Allez-y. Voilà, Je vous écoute. j'ai deux petites choses. Vous savez, avec ce score, Agbeome Kodjo qui se lève le 31 décembre et au 22 février qui a 18% de l'électorat, c'est formidable en réalité. En 10 ans plus tôt. Le monsieur dit qu'il a plus que ça. Oui, non. Il n'a pas dit combien il a aussi. Il n'a pas dit. Il a dit entre 50. Il ne peut pas être dans une fourchette. Mais c'est les chiffres qu'il a. Non, écoutez. Les chiffres. Ça veut dire, écoutez, Mathieu Gaye, si vous êtes candidat à une élection, ça veut dire jusqu'à 20h, vous avez déjà les résultats. Si jusqu'à présent, vous n'avez qu'une fourchette, vous avez une fourchette que vous défendez toujours, ça veut dire qu'en réalité, vous avez un petit problème. Parce que jusqu'à 20h, 21h, tous les candidats doivent avoir les résultats. Vous voulez dire qu'il a un problème avec les chiffres? Il n'a pas les chiffres. Il ne peut pas avoir les chiffres. Et s'il a les chiffres, il les publie.
Moi, ce que je dis, j'ai l'impression qu'on nous manipule, qu'on nous instrumentalise. Ça fait depuis des années. Depuis quand on était encore plus jeune, que quelqu'un se dit, j'ai gagné les élections, d'autres se disent, c'est moi qui ai gagné, ainsi de suite. Mais on n'arrive jamais à prouver. Agboumé Kodjo, il a été ministre de l'Intérieur dans ce pays. Il a bien organisé des élections dans ce pays. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. S'il dit aujourd'hui, il sait comment s'organiser les choses, les élections, ainsi de suite. Maintenant, s'il se dit, c'est moi qui ai gagné les élections, la présidentielle du 22 février, alors qu'ils nous appellent, ils brandissent les chiffres, ils brandissent les procès-verbaux, et puis c'est fini, le débat est clos. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans des supputations, nous sommes dans la manipulation. Moi, c'est ce que je dénonce. C'est de la manipulation. Si vous dites, vous avez gagné, sortez les chiffres, et tout le monde vous suit. C'est tellement facile. Sortez les chiffres avec les procès-verbaux. Parce que vous avez eu des délégués dans des bureaux de vote. C'est tellement facile. Vous avez les chiffres, vous avez les procès-verbaux qui montrent que vous avez gagné. Sortez les. Il a fait des recours quand même. Il a fait des recours. Vous avez eu les décisions du recours. Maintenant, je dis par exemple, Agboumé Kodjo a réalisé quelque chose de formidable. En moins de 2 mois. Quelque chose de très formidable. 18%. 18%, c'est formidable. 10 ans plus tôt, il avait 0,91. Mais 10 ans après, il obtient 18%. Mais en 2 mois, il se lève le 31 décembre et moins de 2 mois, il a eu les résultats. Maintenant, regardez, nous on croyait peut-être que c'était le Togolais, était tellement le radicalisme, ou au Togo c'était le radicalisme qui payait. Mais Agboumé s'est levé avec l'appui de Monseigneur Podjoro, il bat le radicalisme. Jean-Pierre Fabre. Ça veut dire Agboumé Kodjo a moyen le radicalisme. 4 et quelques pourcents. Plus de 4%. Ça veut dire simplement que le Togolais n'est pas que radical. Le Togolais, quand vous lui proposez peut-être quelque chose qui peut l'intéresser, il peut se départir ou faire abstraction du radicalisme et vous suivre. Qu'est-ce que je voulais dire? On est pratiquement à la fin. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? On est pratiquement à la fin. Il n'est pas en 30 secondes. Ce que je veux démontrer, c'est que... C'est un radical, Monseigneur Kodjo. Oui, ce que je veux démontrer, c'est que Agboumé Kodjo, Kodjo, s'il a pu avoir 18% en moins de 2 mois, qu'il se batte encore pour avoir plus dans les échéances à venir. Maintenant, pour répondre à Fulbert Tissot, maintenant regardez aussi, vous savez, il ira où? Il n'ira nulle part. Lui-même le sait, il n'ira nulle part. Et il commet toujours assez de bouts dans ses sorties. Et il se dit, eux qui se disent, c'est nous qui avons gagné, il dit que non, en réalité, avec les résultats, on peut avoir un deuxième tour. Après, lui parle encore d'inflation politique. C'est grave quand lui parle d'inflation politique. Firmete Kouagbo. En 30 secondes, Chris Ega, c'est la fin de l'émission de ce jour. En 30 secondes. Non, c'est pour dire que Agboumé Kodjo ne pouvait pas faire plus que 18%. C'est honorable 18% pour lui. Et ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est qu'il n'a pas les chiffres. Son système de centralisation des résultats n'a pas fonctionné. Il n'a pas des représentants dans la plupart des bureaux de vote. Il n'a pas les chiffres. Il ne peut pas communiquer les chiffres. Merci beaucoup, Chris Ega. Auguste Nkovi. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut prendre au sérieux la menace du coronavirus. Et pour revenir au Togo, ce que je dirais, c'est que, alors, sans rentrer dans le concert de politique, je pense que le respect que l'on doit à Monseigneur Podjoro doit être immuable. Merci beaucoup. Firmete Kouagbo, merci d'être passé. Auguste Nkovi, merci. Chris Ega, merci, messieurs, d'être là et surtout mettez les règles sanitaires en pratique pour mettre fin à ce virus-là qui décime les populations à travers le monde. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et que la protection divine soit.